Pensez un moment que vous assistez à la naissance de l'une des civilisations les plus influentes de l'Antiquité. Ni dans les résidences dorées de l'Égypte, ni sur les monts sacrés de Rome, mais plutôt sur une littorale africain qui semble avoir été délaissée par les divinités. C'est l'histoire de Carthage, une cité qui a vu le jour grâce à la trahison, qui a prospéré par la ruse et qui est devenue la terreur des océans. Toute grande saga ne débute pas nécessairement par le triomphe, mais souvent par les pleurs, le sang et le courage désespéré d'une femme déterminée à braver la destinée elle-même. Dans les majestueux palais de Tyr, où la pourpre impériale était colorée du sang de milliers de mollusques marins, une princesse appelée Élissa observait l'horizon méditerranéen sans se douter qu'elle s'apprêtait à rédiger l'un des chapitres les plus remarquables de l'histoire ancienne. C'était autour de l'an 814, avant J.C. Et au sein des cours phéniciennes, le pouvoir se gagnait aussi rapidement qu'il se perdait, à travers la trahison et l'assassinat. Élissa, également appelée Didon par les Romains, avait subi une perte bien plus grande qu'une simple couronne. Elle avait perdu son époux Acerbas, qui était prêtre de Melkar. Celui-ci a été tué par son frère Pygmalion, dans un complot destiné à s'approprier les vastes richesses du temple. Selon la légende, Pygmalion, rongé par l'avarice, avait minutieusement orchestré le meurtre d'Acerbas, persuadé qu'en son décès, il pourrait s'emparer des richesses sacrées détenues par le prêtre. Cependant, il a sous-estimé l'intelligence de sa sœur. Élissa, feignant la soumission devant le nouveau roi, prépara en secret sa fuite, emmenant avec elle non seulement les nobles loyaux qui s'étaient opposés au coup d'État, mais également les richesses que son frère désirait tant. Agissant avec l'habileté des plus ingénieux marchands phéniciens, il parvint à faire transporter l'or du temple sur des navires qui avaient l'apparence ordinaire de simples convois commerciaux. Le périple vers l'ouest était épique en lui-même. Les bateaux d'Élissa, transportant des réfugiés tyriens, ont vogué à travers des mers inexplorées pendant plusieurs semaines, affrontant des tempêtes qui semblaient être le moyen de mettre à l'épreuve leur résilience. Les histoires évoquent des nuits obscures où seules les étoiles orientaient les réfugiés, de journées où l'eau faisait défaut et l'espoir paraissait se disperser tel un brouillard marin. Élissa a néanmoins gardé le moral de ses partisans, leur assurant qu'ils découvriraient une nouvelle terre où ils pourraient vivre sans la tyrannie de Pygmalion. Lorsque les réfugiés découvrirent enfin les rivages de l'Afrique du Nord, près de ce que nous appelons aujourd'hui la Tunisie, ils ne trouvèrent pas des terres inoccupées qui les attendaient. Ces régions étaient fermement sous le contrôle des tribus berbères locales, dirigées par le roi Yarba. C'est dans ce contexte que la légende de Didon atteint son sommet, illustrant que l'intellect peut prévaloir là où la puissance échoue. Lorsque Yarba lui suggéra de ne céder que la portion de terre qu'elle pourrait recouvrir avec une peau de bœuf, Élissa accepta l'accord avec un sourire dissimulant son astuce. Il a ordonné que la peau soit découpée en bandes aussi minces que des fils. Et c'est avec ces dernières qu'il a tracé une zone suffisamment vaste pour y construire une cité fortifiée. C'est ainsi que Kartadacht a vu le jour, un terme en phénicien qui signifie « ville nouvelle », le nom que les Romains appelleraient des siècles après Carthage. Au-delà d'une simple transaction commerciale, cet acte fondateur représentait un symbole fort. Une reine, veuve, en exil et trahie, avait non seulement réussi à survivre, mais également à poser les fondations de ce qui allait devenir un empire. L'histoire de Didon ne se limite pas à cela, puisque les narrations ultérieures la connecteraient romantiquement à Énée, le héros troyen, dans une histoire qui combine réalité et mythe. Il est indéniable qu'une femme hors du commun, faisant face à des situations insurmontables, a réussi à semer les fondations d'une civilisation qui défierait même le destin. Pour saisir pleinement le prodige de Carthage, il nous faut voyager dans le passé et plonger dans l'univers phénicien, ces marins intrépides qui ont transformé la Méditerranée en leur propre lac, bien avant que Rome ne soit réduite
à un simple village de pasteurs. Les Phéniciens ne se sont pas imposés en conquérant au sens classique du terme. Ils ont plutôt adopté une approche plus raffinée et, sur le long terme, plus influente. Ils étaient les marchands par excellence de l'Antiquité. Depuis leurs cités-États situées dans l'actuel Liban, Tyr, Sidon, Byblos, ils avaient établi un réseau commercial s'étendant de la côte espagnole aux limites de la mer Noire, acheminant non seulement des produits, mais aussi des idées, des technologies et des civilisations. Tyr, la cité natale d'Élissa, a connu son âge d'or entre les Xe et 8e siècles avant JC, se transformant en épicentre d'un empire commercial sans limite. Ces marins avaient maîtrisé l'art de la navigation nocturne à l'aide des étoiles, élaboré des méthodes sophistiquées de construction de navires et établi des comptoirs commerciaux en des lieux stratégiques à travers le bassin méditerranéen. Le fameux pourpre de Tyr, tiré du murex et d'autres mollusques marins, s'était transformé en emblème de la puissance royale à travers le monde connu. Cependant, à partir du 8e siècle avant JC, les événements ont commencé à évoluer de façon spectaculaire et sans retour possible. Cette redoutable machine de guerre qu'était l'Empire assyrien, qui avait semé la terreur au Moyen-Orient durant des siècles, avait désormais pris pour cible les opulentes cités phéniciennes. Sargon II, suivi par Sennachérib, a commencé à imposer une pression militaire et économique qui a converti les fières cités-États phéniciennes en vassaux tributaires. Malgré sa présence apparemment indélogeable sur une île rocailleuse, Tyr ne pouvait se soustraire à cette nouvelle dynamique géopolitique. Les Assyriens n'avaient pas nécessairement besoin de prendre possession de la ville. Il leur suffisait de maîtriser les voies commerciales terrestres et d'imposer des taxes qui finiraient par épuiser l'économie tyrienne progressivement. Dans ce climat de crise et de mutation, les colonies phéniciennes à l'ouest ont vu leur importance stratégique atteindre des niveaux sans précédent. Carthago, qui avait été initialement fondée comme une simple station commerciale pour favoriser le commerce avec les tribus d'Afrique du Nord, se trouva subitement dans une situation exceptionnelle. Pendant que Tyr se battait pour préserver son autonomie face à la domination assyrienne, sa colonie en Afrique bénéficiait d'une latitude géographique, lui offrant la possibilité de croître sans les entraves qui suffoquaient la métropole. Les marchands de Carthage ont commencé à tracer leurs propres itinéraires commerciaux, à nouer des partenariats directs avec les tribus indigènes et à façonner une identité qui, tout en gardant des liens étroits avec les Phéniciens, se distinguait de plus en plus comme carthaginoise. La transformation n'a ni été soudaine, ni aisée. Au cours des premiers siècles de son histoire, Carthage a entretenu des relations étroites avec Tyr, versant des offrandes annuelles au sanctuaire de Melkar et reconnaissant la domination spirituelle de la cité-mère. Cependant, à mesure que Tyr s'affaiblissait et que les occasions d'expansion en Occident se multipliaient, Carthage commença à agir de manière autonome, annonçant ainsi sa future grandeur. Des éléments de preuve découverts par les archéologues indiquent qu'au 7e siècle avant JC, Carthage avait déjà instauré ses propres styles d'art, ses propres coutumes religieuses locales et ses propres réseaux commerciaux qui faisaient concurrence à ceux de Tyr. C'était comme si un fils, éduqué sous l'ombre d'un père influent, avait commencé à réaliser qu'il possédait suffisamment de puissance pour briller par sa propre lumière. Si les divinités avaient cherché à définir l'endroit idéal pour une importante force navale, ils auraient sans doute imaginé quelque chose de très similaire à ce que les premiers colons carthaginois ont découvert sur la côte tunisienne. L'endroit où ils ont fondé leur cité était un véritable présent de la nature, une bande de terre s'étendant dans le golfe de Tunis, défendue par la mer sur 3 côtés et accessible par voie terrestre grâce à son lien étroit avec le continent. Ce qui faisait vraiment l'originalité de cet endroit, c'était ces 2 ports naturels, l'un destiné au commerce, ouvert et accessible aux navires marchands de toute la Méditerranée, et l'autre à usage militaire, circulaire et protégé, où pouvait se loger une flotte de guerre apte à affronter n'importe quel adversaire.
La colline de Byrsa, se hissant avec grandeur au cœur de la péninsule, proposait non seulement une position défensive inégalable, mais également un fort symbole. Depuis leur point culminant, les premiers Carthaginois avaient la possibilité d'admirer à la fois l'immensité marine, qui leur proposait d'innombrables possibilités, et les riches terres de l'intérieur africain, qui garantissaient leur survie et leur prospérité. On aurait dit que la géographie avait conspiré pour offrir le cadre idéal à une grande civilisation maritime. Toutefois, pour convertir ce potentiel géographique en une réalité, il faudrait des décennies de travail assidu, de discussions astucieuses et parfois de confrontations militaires. Les premiers obstacles rencontrés par les colons de Carthage étaient essentiellement d'ordre diplomatique et économique. Les groupes berbères résidant dans cette région, en particulier les Libyens, n'étaient pas de simples nomades susceptibles d'être déplacés sans difficulté. Il s'agissait d'entités complexes, dotées de leurs propres coutumes commerciales, de leur territoire de chasse et de pâturage, et dirigées par des leaders qui saisissaient pleinement l'importance stratégique du lieu choisi par les nouveaux venus. L'histoire de Didon et de la peau de bœuf doit donc être vue non pas comme une duperie, mais comme une métaphore des pourparlers complexes nécessaires pour définir les conditions de la coexistence entre les Phéniciens et les Africains. Au cours de ces 2 premiers siècles d'existence, Carthage était contrainte de verser des tributs réguliers aux chefs libyens, un coût que les Carthaginois percevaient davantage comme un investissement que comme une défaite. Ce tribut leur assurait non seulement une paix avec les tribus locales, mais également un accès aux ressources intérieures, céréales, bétail, ivoire et surtout des travailleurs. Les rapports avec les Berbères se sont transformés en un des piliers de la réussite carthaginoise, établissant un modèle d'alliance pragmatique qui définirait la diplomatie carthaginoise pour des siècles. Cependant, la réalisation physique de la cité exigeait davantage que de la diplomatie. Elle requérait une ingénierie audacieuse et d'importants moyens. Les Carthaginois d'origine ont été contraints d'élever des murailles de protection sur le mince isthme qui les rattachait à leur péninsule natale, de construire et fortifier leurs ports, d'ériger des aqueducs pour transporter l'eau douce depuis les sources intérieures, et d'établir les ateliers ainsi que les dépôts indispensables à une économie commerciale prospère. Chaque pierre insérée dans ces fortifications, chaque canal tracé pour les ports, symbolisait non seulement un effort physique, mais aussi un risque pour l'avenir. La certitude que cette modeste colonie phénicienne pourrait se transformer en quelque chose d'important. Et alors qu'ils œuvraient sous le soleil d'Afrique, érigeant les bases de leur nouvelle terre natale, les Carthaginois n'auraient jamais pu envisager qu'ils posaient les fondations d'une civilisation qui un jour défierait la puissance de Rome pour devenir l'une des forces majeures du monde ancien. En 332 avant J.C., le sort de Carthage a été irrévocablement modifié lorsque les catapultes d'Alexandre le Grand ont finalement mis un terme aux échos qui avaient résonné depuis les quais de Tyr pendant des siècles. La déchéance de la cité-mère ne s'est pas produite subitement. Elle a été précédée par des décennies de blocus, d'une résistance héroïque et d'un lent dépérissement qui a vu l'ancienne métropole phénicienne décliner en une pâle réplique de sa grandeur ancienne. Lorsque les dernières résistances de Tyr cédèrent face à l'habileté militaire macédonienne, un événement exceptionnel se produisit sur les rivages africains. Carthage, qui avait prospéré en tant que colonie pendant plus de 4 siècles, se réveilla subitement comme une force indépendante. Le siège de Tyr, orchestré par Alexandre, a été l'un des plus sanglants de l'histoire antique. La cité insulaire a tenu tête pendant une durée de 7 mois, forçant le conquérant macédonien à ériger un pont artificiel reliant l'île à la terre ferme, un exploit technique qui modifierait irrévocablement la configuration géographique de la région. Quand les murs ont finalement cédé, la rétribution d'Alexandre a été brutale. Des milliers de Tyriens ont été tués, d'autres milliers vendus en esclavage, et la ville qui avait constitué le centre névralgique du commerce mondial a été transformée en ruine fumante.
Cependant, au cœur de cette tragédie, un grand nombre de Tyriens ont pu fuir à bord des derniers navires qui ont réussi à quitter le port assiégé. Ces bateaux de réfugiés, transportant non seulement des survivants, mais aussi les précieuses possessions qu'ils avaient réussi à préserver de la ruine, prirent la direction ouest en direction des colonies phéniciennes qui demeuraient encore indépendantes. Carthago, la colonie la plus prospère et influente, est devenue naturellement le refuge privilégié pour ces exilés. L'introduction des réfugiés tyriens a radicalement modifié la structure socio-économique de Carthage. Ils n'étaient pas seulement des réfugiés ordinaires, mais des professionnels qualifiés, des marchands aguerris, des prêtres détenant un savoir ancien et des aristocrates ayant des relations commerciales qui couvraient l'ensemble de la Méditerranée orientale. L'arrivée massive de population et de savoir-faire à Carthage a propulsé la ville vers une nouvelle période de prospérité et d'autonomie. Pour la première fois dans son histoire, la ville africaine avait atteint une masse critique en termes de population et d'économie qui lui permettait d'agir en tant que puissance totalement indépendante. Les nouveaux venus ont non seulement apporté des biens matériels, mais également quelque chose d'aussi précieux, l'expertise accumulée au fil de siècles de domination commerciale tyrienne. Ils maîtrisaient les chemins cachés, les marchés les plus rentables, ainsi que les méthodes de navigation et de production les plus sophistiquées. On aurait dit que toute la sagesse commerciale phénicienne s'était brusquement regroupée sur les rivages africains. Le processus d'indépendance n'était pas seulement une réponse active, il a également modifié en profondeur l'identité carthaginoise elle-même. Pendant des centaines d'années, Carthage a dépêché chaque année des délégations à Tyr, sollicité les oracles de Tyr lorsqu'elle était en difficulté et reconnu la domination spirituelle et politique de la cité-mère. À présent, elle se trouvait subitement seule dans le monde, libre de déterminer son propre chemin, tout en étant également responsable de son destin. Les dirigeants de Carthage ont affronté ce défi avec une combinaison d'ambition et de pragmatisme qui allait façonner leur identité nationale au cours des siècles à venir. Ils ont instauré leurs propres juges, créé leurs propres structures politiques et commencé à construire des alliances et des conflits qui ne dépendaient plus de la fidélité à Tyr. Carthage avait vu le jour en tant que colonie, mais se préparait à renaître en tant qu'empire, vers le début du siècle avant JC. Alors que la majorité des peuples de la Méditerranée pensaient toujours que le monde s'achevait aux colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar, les Carthaginois envisageaient déjà des expéditions qui franchiraient les limites du monde connu. Hannon le navigateur et Himilcon sont deux figures emblématiques de l'audace exploratoire sans précédent qui ont marqué l'histoire sur plusieurs siècles. Leurs exploits, respectivement vers le sud de l'Afrique et vers le nord de l'Atlantique, ont ouvert des voies commerciales secrètes pendant des générations. Hannon a ainsi tracé la voie qui a permis d'établir des routes commerciales longtemps gardées secrètes, tandis que Himilcon a tenté une traversée qui a établi des liens commerciaux avec les énigmatiques habitants des îles britanniques. Ces expéditions ne constituaient pas de simples périples. Elles étaient des manœuvres stratégiques minutieusement orchestrées dans le but d'instaurer la domination carthaginoise sur des ressources aussi vitales que l'or africain et l'étain britannique. L'expédition d'Hannon, orchestrée vers 470 avant notre ère, représentait une véritable odyssée, mobilisant 60 pentecôtères, navires à 50 bancs de rames, ainsi que plus de 30 000 colons et marins. Le but officiel était de fonder de nouvelles colonies sur la côte ouest de l'Afrique. Cependant, les réelles aspirations étaient bien plus audacieuses. Obtenir un accès direct aux sources d'or qui parvenaient en Afrique du Nord via les caravanes du Sahara, instaurer des bases navales pour contrôler les voies maritimes atlantiques et explorer des régions prometteuses proposant de nouvelles perspectives commerciales. L'expédition d'Hannon se distingue non seulement par son ampleur, mais également par le rapport minutieux que le commandant a rédigé de ses découvertes. Ce document, connu sous l'appellation de Périple d'Hannon, est considéré comme l'un des premiers exemples de la littérature de voyage dans l'histoire occidentale.
Les narrations d'Hanon évoquent des merveilles qui ont sûrement semblé extraordinaires à ses contemporains. Des rivières qui s'écoulent vers l'ouest, probablement le Sénégal. Des îles peuplées de bêtes velues que les interprètes locaux nommaient gorillae, les gorilles ayant donné leur nom à ces primates, et des volcans en éruption que les explorateurs ont baptisé le chariot des dieux, possiblement le mont Cameroun. En outre, cette aventure ne s'est pas seulement limitée à des curiosités zoologiques et géographiques, mais a également permis d'établir une série de factoreries commerciales qui s'étendent jusqu'aux rivages du Cameroun contemporain. Cette initiative a établi un réseau commercial qui a fourni à Carthage de l'ivoire, des peaux exotiques, des esclaves et surtout un accès direct aux sources de l'or africain qui avait enrichi l'Égypte pendant des millénaires. Alors qu'Hanon menait une exploration le long des côtes africaines, son homologue Himilcon orchestrait une expédition tout aussi audacieuse vers le nord, franchissant les colonnes d'Hercule pour rejoindre les mythiques îles de l'Étain, les actuelles îles britanniques. Pour la civilisation antique, l'étain était un métal d'une importance capitale, puisqu'il s'alimente avec le cuivre pour créer le bronze, ce matériau qui caractérisait toute une époque technologique. Le contrôle des sources d'étain représentait une puissance économique et militaire, et les Carthaginois étaient résolus à rompre l'exclusivité que d'autres nations méditerranéennes avaient exercée sur ce commerce essentiel. La traversée d'Himilcon a été confrontée à des épreuves singulières, des mers plus froides et tumultueuses que celles de la Méditerranée, des brumes atlantiques capables de tromper mortellement les marins, et des populations celtes dont les traditions et les langues étaient totalement étrangères à la culture phénicienne. Les deux expéditions ont radicalement changé l'économie de Carthage et son rôle stratégique dans le bassin méditerranéen. Carthage est devenu le seul lien entre les ressources d'Afrique de l'Ouest et les îles britanniques d'un côté, et les marchés de la Méditerranée orientale de l'autre. Ces envois ont instauré un principe qui orienterait la politique de Carthage pendant des siècles, l'utilisation du secret commercial comme instrument stratégique. Les Carthaginois protégeaient soigneusement les secrets de ces voies, allant jusqu'à faire couler les navires étrangers qui cherchaient à suivre leur flotte marchande. Cette stratégie de confidentialité leur assurerait un contrôle exclusif sur certaines des entreprises les plus rentables du monde ancien. Mais elle susciterait aussi une forme de ressentiment et d'intrigue susceptible d'éveiller l'attention défavorable de forces concurrentes telles que Rome. Aux alentours de 550 avant J.C., Carthage a fermement abandonné son rôle de simple comptoir commercial pour se transformer en une force expansionniste dotée d'ambitions territoriales explicites et stratégiques. L'expansion de Carthage ne s'est pas conformée au modèle qui a plus tard fait la renommée de Rome, avec ses légions conquérant des territoires adjacents lors de campagnes systématiques. Les Carthaginois, plutôt que d'exercer un contrôle territorial classique, ont opté pour ce qu'on pourrait nommer un impérialisme des ports, une tactique visant à prendre le contrôle de points stratégiques sur la côte, à partir desquels ils pouvaient maîtriser des voies commerciales complets. Ils laissaient les régions intérieures entre les mains d'alliés locaux qui assureraient l'approvisionnement en ressources vers les ports de Carthage. Dans le nord de l'Afrique, cette approche a pris forme avec l'établissement d'une série de villes s'étendant des frontières égyptiennes jusqu'aux rivages atlantiques du Maroc. Des cités telles que Hadrumet, Leptis Magna, Sabrata et Tingis ont constitué des éléments essentiels d'une chaîne d'approvisionnement acheminant vers Carthage les trésors du continent africain, l'or venant du Soudan, l'ivoire des zones de savane, les esclaves provenant des régions plus éloignées et les cuirs exotiques qui attiraient l'attention des marchés méditerranéens. Cependant, ces fondations ne se résumaient pas à des actions militaires. Les Carthaginois ont témoigné d'une grande habileté en diplomatie culturelle en intégrant les divinités locales dans leur panthéon, en respectant les traditions berbères et en instaurant des systèmes de gouvernance hybrides qui convenaient tant aux colons phéniciens qu'aux populations autochtones.
Toutefois, le véritable trésor de l'expansion carthaginoise se situait de l'autre côté de la Méditerranée, dans la péninsule ibérique nommée Ibérie par les Carthaginois, qui allait devenir le centre économique de leur empire. La zone proposait un atout que nul autre domaine sous contrôle carthaginois ne pouvait égaler, les mines d'argent situées dans la Sierra Morena, ainsi que les montagnes du sud-est de la péninsule. Initialement exploitées par les Tartésiens et d'autres groupes ibériques, ces mines produisaient des volumes d'argent comparables aux célèbres mines du Laurion à Athènes. Quand les Carthaginois ont pris le contrôle de ces zones, ils n'ont pas seulement obtenu une source apparemment interminable de métaux précieux, mais ils ont aussi gagné la capacité d'émettre de la monnaie en volume, leur donnant la possibilité de financer des forces militaires, des flottes et des projets de construction à une dimension jusqu'alors inconcevable. Vers l'an 228 avant J.C., la création de Cart-Hadasht, Nouvelle-Carthage, aujourd'hui Carthagène, a marqué le sommet de l'influence carthaginoise en Ibérie. Dès sa création, cette cité a été pensée pour être bien plus qu'un simple port de commerce. Elle a été imaginée comme la capitale d'un royaume carthaginois en Espagne, dotée de palais, de temples, d'arsenaux maritimes et des infrastructures industrielles indispensables à l'exploitation de l'argent provenant des mines alentours. La ville occupait une position stratégique dans une baie naturelle, offrant l'un des ports les plus protégés de la Méditerranée occidentale. Grâce à son emplacement, les Carthaginois pouvaient superviser tant les voies maritimes vers l'Afrique que les routes terrestres menant vers le cœur de la péninsule. Toutefois, l'expansion de Carthage en Ibérie ne se réduisait pas aux activités d'extraction et de commerce. Elle englobait aussi une stratégie complexe d'alliance avec les tribus locales qui témoignaient de la maturité politique que Carthage avait acquise après 3 siècles de pratiques coloniales. Les Carthaginois ont réalisé qu'il était bien plus avantageux et rentable d'avoir les guerriers ibériques comme alliés plutôt que d'en faire des adversaires. Par le biais d'alliances politiques, de tribus ciblées, ainsi que de l'octroi d'armements et de formations militaires, ils ont réussi à établir un réseau de vassalité qui leur fournissait non seulement des ressources économiques, mais également les troupes qui constitueraient plus tard le cœur des armées qu'Hannibal dirigerait contre Rome. C'était un système impérial avancé qui alliait efficacité économique et astuce politique et qui transformerait l'Ibérie en centre de pouvoir, d'où Carthage contesterait la domination romaine en Méditerranée occidentale. Au VIe siècle avant J.C., la Sicile représentait davantage qu'une simple grande île située au cœur de la Méditerranée. C'était le plateau stratégique déterminant l'équilibre des forces entre les 2 principales civilisations commerciales de l'époque antique, grecs et carthaginois. Depuis le 8e siècle avant J.C., l'île, dotée d'un sol volcanique exceptionnellement fertile, de ports naturels idéaux et d'une position géographique stratégique régulant les voies maritimes entre l'Orient et l'Occident, a fasciné des colons issus de ces 2 civilisations. Ce qui avait débuté comme une cohabitation plutôt paisible s'est peu à peu dégradé en une compétition qui allait caractériser la politique méditerranéenne pour plus de 200 ans et qui ferait office de préambule aux affrontements encore plus grandioses à venir. La première grande bataille se déroula en 480 avant J.C., lorsque Carthage, en réponse à une requête d'assistance de ses alliés de la cité d'Hymère, dépêcha une imposante expédition dirigée par Hamilcar. Ce n'était pas une simple incursion commerciale ou une action punitive mineure. C'était une véritable invasion orchestrée pour instaurer la suprématie carthaginoise sur l'ensemble de l'île. L'armée commandée par Hamilcar sur les rivages de Sicile était une force impressionnante d'un grand nombre de cultures. Des mercenaires ibériques armés de leurs typiques épées falcata, des guerriers libyens qui combattaient sur des chars de guerre, des soldats phéniciens dotés d'excellentes armes que l'argent des Carthaginois pouvait se procurer, sans oublier les contingents de troupes sardes et corses.
C'était le genre d'armée cosmopolite qu'une force commerciale telle que Carthage pouvait se permettre de maintenir seule. Cependant, les Grecs de Sicile, sous la conduite de Gélon de Syracuse, ont démontré que la victoire n'est pas toujours assurée par la richesse et les mercenaires. Durant la bataille d'Hymère, l'armée de Carthage a subi une défaite si désastreuse qu'elle a fait écho à travers tout le bassin méditerranéen. Hamilcar trouva la mort sur le champ de bataille. Certaines références prétendent qu'il se donna la mort en se précipitant dans les flammes d'un autel pour apaiser les divinités. Et son armée subit presque une annihilation totale. La défaite fut si décisive que Carthage a dû s'acquitter d'une énorme compensation de 2000 talents d'argent et abandonner temporairement ses aspirations pour l'île. Cette défaite militaire majeure marquait un tournant dans l'histoire de Carthage, dont les leçons resteraient gravées dans les mémoires. Au fil des décennies, Carthage a participé à une succession de guerres en Sicile, qui variaient entre triomphes spectaculaires et revers déshonorants. À cette période, Denis Ier de Syracuse se distingue comme l'un des adversaires majeurs de Carthage, un tyran grec dont le talent en stratégie militaire et les aspirations politiques étaient à la hauteur de tout ce que les Carthaginois pouvaient proposer. Les conflits entre Denis et Carthage ont évolué en une succession de campagnes épiques comprenant des assauts de grande envergure, des affrontements maritimes décisifs et des manœuvres diplomatiques d'une complexité hors du commun. Des villes tout entières tombaient aux mains de nouveaux conquérants. Des populations étaient déplacées ou exterminées, et les fortunes militaires variaient à une vitesse telle qu'elles maintenaient en haleine tous les acteurs du bassin méditerranéen. Cependant, ce qui pourrait être le plus marquant dans ces conflits en Sicile n'était pas une bataille spécifique, mais l'impact transformateur qu'ils ont eu sur la nature même des Carthaginois. Les conflits avec les Grecs ont contraint Carthage à renforcer ses aptitudes militaires, qui excédaient de loin les exigences d'une simple puissance commerciale. Ils ont été contraints d'apprendre à bâtir et maintenir des armées professionnelles, développer des technologies de siège, aptes à déjouer les impressionnantes fortifications grecques et naviguer dans l'univers complexe de la diplomatie méditerranéenne où chaque alliance pouvait trancher entre la survie et l'anéantissement. Quand les guerres siciliennes ont finalement pris fin, l'île a été divisée de facto entre les zones d'influence grecque et carthaginoise. Carthage s'est alors révélée être quelque chose de radicalement différent. Elle n'était plus simplement une prospère cité marchande, mais une force militaire qui avait démontré sa capacité à affronter et à triompher des meilleures troupes de la civilisation grecque, de 550 à 370 avant J.C. Carthage a traversé l'une des mutations politiques les plus significatives de son histoire sous la gouvernance de la dynastie magonide. Cette famille a non seulement refaçonné les institutions carthaginoises, mais elle a aussi instauré les bases qui permettront à la cité de relever les défis futurs en s'appuyant sur des ressources et des tactiques totalement innovantes. L'histoire des Magonides représente, dans de nombreux aspects, le récit de la transformation d'une oligarchie commerciale traditionnelle en un État militaire évolué, tout en préservant les traits qui avaient initialement assuré la prospérité de Carthage. C'était une balance précieuse entre tradition et innovation, entre les exigences commerciales et les impératifs de la guerre, qui nécessita un jugement politique hors du commun. Magon, le fondateur de la dynastie, a accédé au pouvoir à un moment crucial pour Carthage. Les pertes subies par les Siciliens avaient mis en évidence les faiblesses du système militaire traditionnel de Carthage, qui reposait trop sur des troupes de fortune et des alliés peu dignes de confiance. Magon a compris que pour se mesurer à des forces telles que Syracuse ou les cités-États grecques, Carthage nécessitait un élément qui lui avait toujours fait défaut, une armée professionnelle et permanente. Ce n'était pas une idée innovante dans le monde méditerranéen, mais elle l'était pour Carthage, dont la tradition militaire reposait historiquement sur des milices citoyennes renforcées par des mercenaires embauchés pour des campagnes spécifiques. Mettre en place une armée professionnelle à Carthage ne se limitait pas à l'embauche de plus de mercenaires.
cela exigeait une restructuration radicale des finances étatiques, de la logistique militaire et des visions carthaginoises elles-mêmes en matière de pouvoir et d'autorité. Magone a instauré un dispositif où l'État carthaginois garderait constamment un contingent de soldats professionnels formés selon des critères uniformes, armés d'équipements standardisés et structurés en unités, capables de constituer la colonne vertébrale d'armées plus conséquente lorsque les conditions le requièrent. Si besoin, ce noyau professionnel serait renforcé par des groupes de mercenaires spécialisés et des milices alliées, mais il perdrait sa dépendance à leur égard pour son efficacité fondamentale. En plus de ces réformes militaires, les Magonides ont instauré des changements politiques qui ont durablement modifié l'équilibre des forces en interne à Carthage. Le régime politique à Carthage a progressivement évolué depuis ses racines phéniciennes monarchiques vers une structure oligarchique où l'autorité était répartie entre les familles commerciales les plus influentes. Ce système n'a pas été supprimé par les Magonides, mais ils l'ont ajusté pour accorder davantage d'importance aux aspects militaires et stratégiques. Ils ont établi des juridictions spécialisées pour superviser divers éléments de la sécurité nationale, constitué des conseils consultatifs avec une compétence militaire pointue et conçu des processus décisionnels en situation de crise permettant une réaction plus prompte et organisée que le système antérieur. Un autre secteur où les réformes magonides ont eu un effet transformateur est celui de la marine. Carthage a toujours été une force maritime, mais elle est devenue la puissance dominante en mer dans l'ouest de la Méditerranée sous la direction des Magonides. Ils ont mis en place des arsenaux permanents, capables de fabriquer et de réparer des marines de guerre à une échelle inégalée, élaboré des méthodes innovantes de navigation et d'action maritime, et conçu les systèmes logistiques indispensables pour assurer le fonctionnement continu des marines dans des eaux éloignées sur de longues durées. Quand le dernier dirigeant magonide a quitté le pouvoir en 370 avant J.C., Carthage avait la capacité de déployer ses forces navales, lui donnant la possibilité d'intervenir militairement presque n'importe où dans la Méditerranée occidentale, avec un minimum de préparation. Cependant, le legs le plus pérenne de l'époque des Magonides pourrait être la métamorphose de Carthage, passant d'une cité-État à quelque chose qui ressemble davantage à un État-nation contemporain. Les Magonides ont mis en place des institutions aptes à administrer de manière efficace des régions éparpillées, des populations hétérogènes et des ressources compliquées bien au-delà de ce qu'une simple oligarchie marchande pourrait accomplir. Ils ont mis en place des bureaucraties spécialisées, des systèmes juridiques codifiés et des procédures administratives permettant à Carthage de fonctionner comme un véritable centre d'empire plutôt que simplement comme un acteur dominant dans le réseau commercial. Quand les derniers Magonides se sont retirés de la politique, ils avaient métamorphosé Carthage en une machine d'État préparée à affronter les défis titanesques qui l'attendaient. À l'apogée de sa force économique, aux alentours de 400 à 264 avant J.C., Carthage avait édifié quelque chose d'inédit dans le monde antique, un véritable empire global qui ne reposait pas sur la conquête territoriale, mais sur la domination des réseaux commerciaux reliant 3 continents. C'était un système d'une complexité qui ne serait surpassée que lors de l'époque des grands empires maritimes européens, plus d'un millénaire plus tard. Les ramifications commerciales de Carthage allaient des mines d'étain situées en Bretagne jusqu'aux comptoirs d'or d'Afrique de l'Ouest, en passant par les vignobles des îles méditerranéennes et les ateliers spécialisés des cités du Proche-Orient. C'était un empire où les accords commerciaux avaient plus d'importance que les traités militaires et où les bateaux prenaient la place des légions. Au IVe siècle avant J.C., le port de Carthage lui-même constituait l'épicentre du commerce méditerranéen occidental, servant de plaque tournante pour les échanges dans la région. Les ports de Carthage avaient la capacité de recevoir en même temps plus de 200 embarcations de divers gabarits,
allant des modestes barques côtières aux imposants vaisseaux marchands que les Carthaginois avaient améliorés pour acheminer d'importantes quantités de marchandises sur de vastes étendues océaniques. Le port de commerce ne cessait d'irradier d'une activité intense qui captivait les visiteurs étrangers. Des dockers déchargeant des amphores d'huile espagnole, des commerçants marchandant le prix de l'ivoire africain, des artisans rafistolant les voiles en lin ayant fait voyager les navires depuis l'Égypte et des banquiers évaluant les taux de conversion entre les multiples devises en circulation sur les places commerciales de Carthage. Ce qui caractérisait véritablement le système commercial de Carthage, c'était son degré d'organisation et son innovation en matière de technologie. Les Carthaginois ont mis au point ce qu'on pourrait considérer comme les premiers prototypes de production industrielle de l'Antiquité, en particulier dans des secteurs tels que la production de céramique, le traitement du poisson et la fabrication de la renommée pourpre de Tyr, qui demeurait l'un de leurs produits les plus rentables. Les artisans de Carthage utilisaient des méthodes de spécialisation du travail et de normalisation des produits, leur donnant un avantage concurrentiel non seulement en termes de qualité, mais également de prix face aux producteurs méditerranéens. C'était une révolution industrielle rudimentaire qui se basait sur la mise en œuvre systématique des savoirs techniques amassés au fil de siècles d'expérience en affaires. L'économie carthaginoise sophistiquée se reflétait également dans son système monétaire. Tandis que beaucoup d'économies méditerranéennes reposaient toujours sur le troc ou des systèmes monétaires rudimentaires, Carthage avait mis en place un système de monnaie comprenant des pièces en or, argent et bronze, aux valeurs minutieusement définies pour faciliter diverses transactions commerciales. Les pièces de Carthage étaient admirées et reconnues sur les marchés espagnols et du Levant, non seulement grâce à la qualité de leur métal, mais également pour la crédibilité que Carthage avait établie au cours de siècles de commerce intègre. Cette notoriété constituait un avantage tout aussi précieux que n'importe quelle ressource physique. Elle donnait aux commerçants de Carthage la possibilité d'agir sur des marchés où les autres étrangers étaient accueillis avec méfiance. Cependant, la capacité de l'empire commercial carthaginois à préserver ses secrets commerciaux qui lui offraient des avantages compétitifs déterminants était sans doute son aspect le plus remarquable. Les Carthaginois protégeaient soigneusement les renseignements concernant les itinéraires maritimes, les sources de matières premières, les méthodes de fabrication et les relations commerciales. Ils avaient mis en place des stratégies intentionnelles de désinformation, comprenant la diffusion de fausses cartes, l'invention de mythes sur des créatures marines naviguant sur certaines voies, et même le naufrage intentionnel de navires étrangers qui essayaient de suivre les flottes carthaginoises vers leurs lieux secrets. Cette stratégie de confidentialité leur a permis de préserver des positions monopolistiques profitables pendant des siècles. Toutefois, elle a aussi généré une forme de mécontentement et d'intrigue qui attirerait finalement l'attention défavorable de concurrents tels que Rome, au IIIe siècle avant J.C. Quand les Romains ont commencé à conquérir l'Ouest méditerranéen, leur quête ne se limitait pas à la gloire militaire. Ils aspiraient également à accéder aux trésors que Carthage avait défensivement retenus hors de leur portée pendant une longue période. Comme chaque autre année, l'année 264 avant J.C. a vu se lever sur la Méditerranée occidentale avec les vaisseaux carthaginois, naviguant sur des voies commerciales utilisées depuis des siècles et les légions romaines renforçant leur conquête récente de la péninsule italienne. Nul n'aurait pu prévoir qu'avant la conclusion de cette année, une guerre surgirait, se prolongerait pendant plus d'un siècle et mènerait à l'anéantissement complet d'une des grandes civilisations de l'Antiquité. La cause apparente de ce terrible brasier était en effet minime. Un conflit sur la domination de Messana, une modeste cité située à l'extrême nord-est de la Sicile. Cependant, comme c'est fréquemment le cas dans l'histoire, les conflits les plus importants émergent souvent de causes qui semblent initialement anodines. Messana avait été prise d'assaut par des mercenaires campaniens appelés les Mamertines, les fils de Mars, des vétérans ayant combattu lors des guerres dans le sud de l'Italie.
Ils avaient conquis la ville et établi une sorte d'état pirate, survivant en pillant les voies commerciales qui reliaient la Sicile au continent, traversant le détroit. Pendant de nombreuses années, Carthage et Rome avaient supporté cette condition, car ni l'une ni l'autre ne souhaitait déclencher une confrontation pour une région si peu significative. Toutefois, c'est en 265 que Hiéronde II de Syracuse choisit d'expulser les Mamertins de Messine. J.C., l'équilibre fragile sicilien s'écroula soudainement. Confrontés à la destruction par l'armée syracusaine, largement supérieure en nombre, les Mamertins prirent une décision qui allait marquer l'histoire. Ils envoyèrent des délégations conjointes à Carthage et à Rome dans le but de solliciter leur protection. C'était un mouvement désespéré, mais également d'une ingéniosité incroyable, car il forçait les deux puissants à faire un choix qui dévoilerait leurs réelles intentions en ce qui concerne la Sicile. Carthage fut le premier à réagir, en dépêchant une garnison à Messana et en instaurant de fait un protectorat sur la cité. Selon la perspective carthaginoise, il s'agissait d'une action défensive instinctive. La Sicile faisait partie de sa zone d'influence depuis de nombreuses années et autoriser Syracuse à maîtriser le détroit aurait équivalu à renoncer à une position stratégique essentielle. La réaction de Rome fut cependant bien plus intimidante et elle dévoila des ambitions jusqu'alors dissimulées. Suite à de vives discussions au Sénat romain, où les groupes traditionalistes soutenaient que Rome n'avait pas d'intérêt justifiable de l'autre côté du détroit de Messine, le groupe expansionniste a réussi à imposer sa perspective. Rome répondrait non seulement à la demande d'aide des Mamertins, mais déploierait également une force assez conséquente pour contester directement la présence carthaginoise sur l'île. L'intervention romaine en Sicile ne constituait pas uniquement une réaction à une crise ponctuelle, mais aussi une affirmation selon laquelle Rome n'était plus disposée à reconnaître des zones d'influence distinctes en Méditerranée occidentale. La situation s'aggrava de manière spectaculaire lorsque les troupes romaines, guidées par le consul Appius Claudius Caudex, non seulement délogèrent la garnison carthaginoise de Messana, mais triomphèrent aussi des forces syracusaines qui ont essayé de reconquérir la ville. Avec une seule expédition, Rome avait prouvé sa capacité à exercer une influence militaire efficace par mer, tout en étant disposée à lutter en même temps contre les deux forces majeures de Sicile. Pour Carthage, c'était bien plus qu'une simple provocation. C'était une menace existentielle contre un système de contrôle méditerranéen qui avait nécessité plusieurs siècles pour s'établir. Les accords qui avaient régulé pendant des générations les rapports entre Rome et Carthage, définissant des zones d'influence distinctes et des dispositifs pour prévenir les conflits, s'étaient subitement périmés. Les deux empires, aux aspirations universelles, étaient conscients que le monde méditerranéen était trop restreint pour eux deux. Il était désormais inéluctable que la guerre éclate. Quand les légions romaines débarquèrent sur les rivages de Sicile à l'automne 264 avant J.C., elles ne faisaient pas simplement une traversée maritime, elles franchissaient un point historique qui marquerait de façon indélébile la division du monde antique en une période avant et après. Pour la première fois de son histoire, Rome a choisi d'étendre sa force militaire au-delà des limites de la péninsule italienne, et elle l'a fait en s'opposant directement à Carthage, le principal acteur naval de la Méditerranée occidentale. Il ne faut pas sous-estimer l'audace de cette action. Rome était principalement une force terrestre, sans véritable expertise en guerre navale, qui se mesurait à un empire ayant dominé les océans pendant des centaines d'années et disposant de la marine militaire la plus sophistiquée du monde connu. Les premiers affrontements militaires ont rapidement mis en lumière les points forts et les points faibles essentiels des deux parties en conflit. Avec leur rigoureuse discipline, leur structure hiérarchique supérieure et leur longue tradition de réussite dans les batailles terrestres, les légions romaines ont démontré qu'elles étaient en mesure de concurrencer efficacement n'importe quelle force que Carthage pouvait amener sur le sol. La conquête d'Agrigentum en 262 avant J.C., suite à un siège intensif qui s'étendit sur plusieurs mois,
instaura le schéma qui allait définir une bonne partie de la guerre. Les troupes romaines étaient en mesure de envahir et tenir des positions fortifiées. Cependant, elles étaient totalement tributaires de lignes d'approvisionnement maritime perpétuellement mises à mal par la domination navale de Carthage. Quant à Carthage, elle a prouvé que même si ses forces terrestres pouvaient se mesurer aux légions romaines en combat de front, elles éprouvaient d'importantes difficultés à maintenir le genre de guerre de siège prolongée que les Romains ont perfectionné au cours de leurs campagnes en Italie. Les forces de Carthage, constituées majoritairement de professionnels mercenaires issus de diverses nationalités, étaient redoutables dans les combats de manœuvre et particulièrement performantes lors d'opérations requérant agilité et souplesse tactique. Cependant, il faisait défaut en termes de cohésion culturelle et d'engagement idéologique qui permettaient aux légions romaines de préserver la discipline et le moral au cours des longs sièges et des campagnes d'épuisement. Le siège d'Agrigentum, qui a véritablement mis en lumière l'essence du conflit, s'est transformé en une guerre au sein de la guerre. Il a établi de nombreux modèles qui définiront les 2 décennies suivantes de combat. Sous le commandement de Hannon, les Carthaginois avaient constitué une imposante garnison dans la cité et transformé ses fortifications en une forteresse qui semblait impossible à prendre. Cependant, les Romains, montrant une ténacité qui deviendrait leur caractéristique marquante, mirent en place un siège inversé qui coupa totalement la ville de tout accès terrestre et maritime. Durant de nombreux mois, les 2 forces militaires ont engagé un conflit d'usure qui a testé les confins de leur système logistique et leur résilience psychologique. Quand Agrigentum est finalement tombé entre les mains des Romains, la victoire était tellement onéreuse pour les 2 parties qu'aucune d'elles ne pouvait la considérer comme décisive. Les Romains avaient prouvé leur capacité à conquérir des cités fortement fortifiées. Cependant, le grand nombre de leurs soldats perdus au cours de ces campagnes a soulevé des questions quant à leur aptitude à mener des opérations prolongées dans des territoires hostiles. Les Carthaginois avaient subi la perte d'un emplacement stratégique crucial. Cependant, ils avaient infligé suffisamment de dégâts aux Romains pour prouver que chaque triomphe aurait un prix exorbitant. Il est à noter que les 2 parties avaient compris que ce conflit ne se terminerait pas par une unique confrontation décisive ou une manœuvre remarquable. Il s'agirait d'une guerre d'endurance où la victoire ultime reviendrait à celui qui pourrait maintenir l'effort le plus longtemps. La première étape de la première guerre punique était achevée, toutefois, la véritable guerre ne venait que de débuter. La réalisation que la conquête de la Sicile nécessitait le contrôle des mers a constitué un pivot essentiel dans la stratégie romaine. C'était la première fois dans son histoire que Rome faisait face à l'impératif crucial de constituer et de maintenir une flotte militaire en mesure de rivaliser avec la marine la plus aguerrie du bassin méditerranéen. C'était un défi qui aurait effrayé toute autre grande puissance terrestre. Mais les Romains ont réagi avec une fusion typique de pragmatisme inventif et de résolution sans relâche, ce qui allait modifier à jamais l'équilibre naval du monde ancien. La décision de constituer une flotte entière ne se réduisait pas simplement à une question de moyens. C'était un enjeu civilisationnel qui demandait à Rome de redéfinir entièrement son identité nationale. L'audace remarquable qui a marqué la première phase de cette transformation navale est presque devenue légendaire. D'après les chroniques anciennes, les Romains ont pris une quinquerème carthaginoise capturée comme référence pour élaborer leur première flotte, en reproduisant méticuleusement chaque aspect du design phénicien pendant que leurs ingénieurs œuvraient sans relâche pour adapter les méthodes de construction navale aux ressources et compétences disponibles en Italie. Dès le départ, les Romains ont saisi que se limiter à imiter la technologie des Carthaginois ne serait pas suffisant. Ils nécessitaient un atout tactique pour pallier leur manque d'expérience en matière de combat naval.
Sa réponse a été une innovation qui allait changer radicalement la guerre en mer. Le Corvus, un pont d'abordage qui offrait aux légions romaines la possibilité de convertir les batailles navales en affrontements d'infanterie, où leurs talents exceptionnels en combat rapproché pouvaient s'avérer décisifs. La première véritable mise à l'épreuve de cette nouvelle flotte romaine a eu lieu en 260 avant J-C, lors de la bataille de Mylae en 260 avant J-C. La flotte romaine dirigée par le consul Caius Duilius s'est confrontée à une flotte carthaginoise qui misait sur son expertise technique et son siècle d'expérience dans les batailles navales. Les Carthaginois ont engagé la bataille avec l'assurance des vétérans confrontés à des débutants, mais ont vite réalisé que les Romains avaient radicalement modifié les règles du combat. Quand les navires de Carthage ont tenté d'exécuter leurs manœuvres d'éperonnage et d'abordage, perfectionnées au fil des siècles, ils se sont retrouvés coincés par les corvis romains et confrontés à des légionnaires en combat rapproché, rendant toute leur expertise maritime vaine. L'issue triomphante romaine à Mylae a provoqué des répercussions dans l'ensemble du monde méditerranéen. Pour la première fois dans l'histoire, une force terrestre a réussi à battre Carthage sur son propre terrain, prouvant que la domination navale de Carthage n'était pas un élément inaltérable, mais un atout qui pouvait être contesté et surpassé. Cependant, les Carthaginois n'étaient pas du genre à céder facilement à l'adversité. Suite à la défaite de Mylae, ils ont réagi en mettant en place une série d'innovations tactiques distinctes, élaborant de nouvelles méthodes de combat naval visant à contrer l'avantage du Corvus. Ces techniques avaient pour but de garder les navires carthaginois hors d'atteinte des ponts d'abordage romains, tout en exploitant leur agilité supérieure pour frapper les côtés et l'arrière des formations romaines. La compétition navale entre Rome et Carthage s'est transformée en une bataille d'innovation technologique et tactique qui a propulsé les deux civilisations vers des niveaux de sophistication maritime inégalés. Les Carthaginois ont conçu de nouvelles embarcations plus vite et agiles, amélioré les tactiques de combat de nuit et par mauvais temps, et élaboré des systèmes de communication navale pour orchestrer des opérations de grande envergure. Quant aux Romains, ils améliorèrent sans cesse le design du Corvus, mirent au point des formations maritimes qui optimisaient l'efficacité de leurs navires d'abordage et commencèrent à former leurs marins avec la rigueur systématique qu'ils avaient traditionnellement réservée à l'entraînement de leurs légions. En 256 avant J-C, durant le grand affrontement naval d'Ecnum entre les flottes romaines et carthaginoises, les deux forces navales avaient évolué pour devenir des engins de guerre maritime surpassant en complexité et en capacité de feu tout ce que l'Antiquité avait connu jusqu'à présent. En 256 avant J-C, galvanisés par leur triomphe naval et persuadés d'avoir irrémédiablement ébranlé la domination maritime de Carthage, les Romains prirent une décision qui illustrerait à la fois leur audace hors du commun et leur penchant périlleux pour l'excès de confiance. Ils entreprendraient une invasion massive des terres africaines de Carthage, portant le conflit au sein même de l'Empire punique. C'était une tactique audacieuse destinée à mettre fin rapidement au conflit en s'en prenant à Carthage, centre de son pouvoir. Cependant, c'était également un jeu à l'échelle civilisationnelle susceptible d'entraîner l'anéantissement complet des forces expéditionnaires romaines si les choses ne se passaient pas comme prévu. L'expédition en Afrique incarnait tout ce que Rome avait réussi à représenter. Une aspiration sans bornes, la conviction de l'invincibilité de ses légions et l'intention de tout parier sur un coup décisif unique. La flotte que les Romains ont déployée en Afrique, sous l'autorité des consuls Marcus Atilius Regulus et Lucius Manlius Volso, était gigantesque, même considérant les standards d'une guerre qui avait déjà connu des actions maritimes sans précédent. Environ 80 000 soldats romains ont été transportés par plus de 300 navires de guerre et de transport, accompagnés de tout le matériel et les provisions indispensables pour une campagne prolongée en terrain inimical. Cette expédition amphibie était la plus grande que Rome ait jamais organisée, et son succès précoce paraissait justifier la confiance romaine.
Suite à leur victoire sur la flotte de Carthage à Ecnum, les troupes romaines ont réussi à faire débarquer sur la côte africaine et ont instauré une tête de pont qui leur a permis d'entreprendre des actions contre les cités côtières de Carthage. Les premiers mois de l'expédition en Afrique ont semblé être une victoire éclatante pour les forces romaines. Les légions, déployées sur un territoire totalement inconnu mais employant les mêmes stratégies qu'elles avaient affinées en Italie et en Sicile, ont pris d'assaut un ensemble de cités côtières et ont entamé leur progression vers Carthage. Suite à des siècles de domination carthaginoise ou d'une attitude pragmatique face à ce qui était perçu comme une puissance montante, un grand nombre de communautés africaines ont commencé à changer de camp, ou tout au moins à adopter une neutralité bien disposée envers les envahisseurs romains. Vers la fin de l'année 256 avant JC, Rome semblait sur le seuil de réaliser l'impossible, conquérir Carthage entièrement en une seule campagne triomphante. Cependant, les Carthaginois n'ont pas perduré et prospéré pendant 5 siècles en étant une force qui se pliait aisément à l'adversité. Tandis que leurs troupes régulières engageaient des combats de repli ralentissant l'avancée romaine, les dirigeants carthaginois mettaient sur pied une riposte visant à exploiter les vulnérabilités inhérentes à la position romaine en Afrique. Carthage a engagé Xanthippe de Sparte, un mercenaire grec chevronné dans les stratégies militaires les plus sophistiquées du monde hellénistique, afin de restructurer et former son armée en se basant sur des tactiques que les Romains n'avaient jamais croisées. De manière plus vitale, ils ont rallié des moyens englobant la cavalerie numide, des éléphants de guerre et des unités de mercenaires spécialisés qui altéreraient radicalement le caractère du conflit. La confrontation qui détermina l'issue de l'expédition romaine se déroula près de Tunis, en 255 avant JBC, et constitua une désastre de proportions épiques pour les forces romaines. L'armée de Régulus, accoutumée à combattre des adversaires qui employaient les mêmes tactiques fondamentales qu'elle dominait dans le cadre du combat méditerranéen, fut totalement déconcertée par les nouveautés que Xanthippe avait intégrées dans l'armée carthaginoise. Les éléphants de guerre semèrent le désordre chez les Romains, la cavalerie numide déborda les flancs des légionnaires avec une agilité que les Romains ne pouvaient rivaliser, et les phalanges de mercenaires grecs assurèrent une défense robuste qui tint bon face à toutes les tentatives romaines de percer les lignes carthaginoises. Une fois la tempête passée, l'armée romaine avait quasiment disparu. Régulus était entre les mains de l'ennemi, et ceux qui restaient étaient retranchés dans leur camp en bord de mer, en attente d'une évacuation qui pourrait ne jamais arriver. En 241 avant JC, suite à près de 24 ans de conflits incessants, Rome et Carthage avaient atteint le seuil de leur épuisement total. Les deux puissances avaient souvent perdu et reconstruit leurs flottes. Leurs coffres étaient vides et leurs peuples épuisés par une guerre qui paraissait interminable. La Sicile, objet de toutes les convoitises qui avaient déclenché le conflit, avait subi les ravages de décennies de batailles militaires qui avaient métamorphosé l'île, la plus productrice en Méditerranée, en un panorama de cités dévastées et de terres laissées à l'abandon. C'était une période de paix, mais une paix qui profiterait grandement à Rome et qui poserait des bases néfastes pour les interactions futures entre les deux forces. La confrontation maritime des îles Égates a eu lieu en mars 241 avant JC. Ce fut l'ultime coup qui persuada Carthage que continuer la guerre serait suicidaire. Gaius Lutatius Catulus, consul romain, a dirigé une flotte financée en partie par des contributions privées de riches citoyens romains, un témoignage exceptionnel de la volonté romaine de poursuivre la guerre coûte que coûte. Il a intercepté une flotte carthaginoise qui essayait de fournir des provisions aux garnisons puniques qui tenaient encore bon en Sicile occidentale. Le triomphe romain fut crucial, mais surtout, il a prouvé que Rome avait finalement établi une domination navale durable qui rendait inenvisageable pour Carthage de mener des actions efficaces en Sicile. Les conditions du traité qui s'ensuivit furent dégradantes pour Carthage, mais pas à un point tel qu'elle rendait la paix totalement intolérable.
Carthage a été forcée de se retirer totalement de la Sicile, abandonnant toute prétention à cette île qu'elle avait considérée comme faisant partie de sa zone d'influence pendant plus de 3 siècles. Plus douloureux encore du point de vue carthaginois, ils furent contraints de s'acquitter d'une indemnité colossale de 3200 talents d'argent à verser sur 10 ans, un montant qui représentait une charge financière démesurée pour une économie déjà affaiblie par des décennies de conflits. En outre, Carthage a été contrainte d'accepter des limitations concernant l'ampleur de sa flotte et de s'engager à ne pas recruter de troupes sur le sol romain. Des contraintes qui diminuaient grandement son potentiel à exercer sa force militaire dans le futur. Cependant, les effets les plus destructeurs du traité n'ont pas été visibles dans ses clauses explicites, mais plutôt dans les crises internes qu'il a engendrées au sein du territoire carthaginois. La conclusion du conflit signifiait que des milliers de mercenaires ayant combattu pour Carthage pendant de nombreuses années étaient en attente du paiement de leur salaire cumulé. Cependant, le trésor de Carthage, épuisé par les réparations de guerre romaines et les dépenses militaires, n'avait tout simplement pas la capacité financière nécessaire pour satisfaire ses engagements. Ce qui avait débuté comme des désaccords concernant les salaires non versés s'est vite mué en une situation bien plus périlleuse. Une insurrection de grande ampleur qui mettait en péril l'existence même de l'État carthaginois. Entre 240 et 238 avant Gishkaeke, le territoire carthaginois fut dévasté par la guerre des mercenaires. Dans de nombreux aspects, la destruction de Carthage par Gishpile fut plus sévère que celle qui résulta de la première guerre punique elle-même. Les mercenaires insurgés, dirigés par le Libyen Mathos et le Campanos Pendius, ne se limitaient pas à recevoir leur rémunération. Ils aspiraient à renverser totalement le gouvernement de Carthage et à instaurer un nouvel agencement politique qui leur assurerait une implication constante dans les affaires du pouvoir. Ils dominèrent une vaste portion du sol africain de Carthage, assaillirent la cité elle-même et étaient si près du but à tel point qu'à plusieurs occasions, il sembla que la civilisation carthaginoise risquait de péricliter non par une invasion étrangère, mais par un effondrement interne. Carthage ne serait sauvée de la destruction complète et ne poserait pas les fondements de sa récupération qui rendrait la deuxième guerre punique possible sans l'accession au pouvoir d'Hamilcar Barca, un stratège militaire alliant brio tactique et réalisme politique. C'est au cœur de l'humiliation et du désordre qui ont suivi la première guerre punique que s'est formée une famille destinée à transformer à jamais le sort de Carthage et, par conséquent, celui de tout le monde méditerranéen, les Barca. Hamilcar Barca, l'individu qui avait secouru Carthage durant la guerre des mercenaires, n'était pas simplement un général de génie. C'était un stratège politique qui avait saisi que la pérennité de sa patrie était conditionnée par une refonte essentielle de son socle de pouvoir et de son approche vis-à-vis Rome. Son projet était audacieux à la limite de la témérité, pallier les pertes territoriales en Sicile et les compensations romaines par l'invasion et l'exploitation systématique de l'Ibérie, engendrant un nouvel empire carthaginois qui serait d'une richesse et d'une puissance supérieure à celui prévalant avant les guerres puniques, quand Hamilcar a mis pied en Espagne en 237 avant J.C. Avec son armée, qui comptait parmi ses membres son fils Hannibal, âgé de 9 ans, il ne s'agissait pas uniquement d'une nouvelle offensive de conquête, c'était le commencement d'un projet intergénérationnel qui allait métamorphoser l'Ibérie en la plateforme de pouvoir à partir de laquelle Carthage défierait Rome. La péninsule ibérique procurait à Carthage ce dont elle avait besoin pour se relever, d'abondantes ressources minérales, y compris les célèbres mines d'argent que les Romains désigneraient sous le nom d'Hispania, des communautés guerrières aptes à fournir des troupes de premier choix, et un éloignement géographique de Rome permettant aux Carthaginois de renforcer leur emprise sans entrave directe. La manœuvre d'Hamilcar en Ibérie a révélé une maîtrise avancée de la politique tribale espagnole, tout comme des contextes géopolitiques plus étendus de la Méditerranée occidentale.
Plutôt que de chercher à établir un contrôle direct via des garnisons et des administrateurs carthaginois, il a choisi d'opter pour une stratégie d'alliance qui préservait les structures de pouvoir local tout en garantissant la fidélité par un mélange d'encouragements économiques, de mariages politiques et, si besoin est, de démonstrations de force militaire. Il prit pour épouse une princesse ibérique, adopta les traditions locales quand cela lui était favorable et édifia progressivement un réseau de dépendance qui s'étendait des rivages méditerranéens jusqu'aux montagnes intérieures. Cependant, la dimension la plus essentielle du projet d'Amilcar résidait dans la conversion des ressources minérales espagnoles en force militaire pour Carthage. Les gisements d'argent locaux généraient un revenu comparable à ce que Carthage avait perdu en Sicile. Néanmoins, Amilcar savait que cet argent ne valait pas autant que son potentiel de transformation en une force militaire performante. Il mit en place une série d'ateliers et de fonderies dédiés à la production d'armes en masse, institua des centres de formation où les combattants ibériques étaient structurés sur la base des tactiques militaires carthaginoises et élabora les systèmes logistiques indispensables pour soutenir l'activité prolongée de vastes armées. À l'heure de son décès en 229 avant JC, il avait fait du sud et de l'est de l'Ibérie un véritable royaume indépendant sous la domination carthaginoise. Ce que Amilcar a légué à ses héritiers, initialement son gendre Hasdrubal le Beau, puis son fils Hannibal, dépasse largement les notions de territoire et de richesse. Il s'agissait d'une vision innovante de ce que Carthage pourrait devenir et d'un plan pour y parvenir. Il avait prouvé que Carthage pouvait se relever de revers apparemment fatals, qu'elle était capable de s'ajuster à des circonstances nouvelles sans sacrifier son essence fondamentale, et qu'elle pouvait établir des fondements de pouvoir qui rivalisent avec tout ce que Rome est en mesure de bâtir. Plus crucial encore, il avait formé une nouvelle génération de dirigeants carthaginois qui avaient été éduqués non pas dans l'esprit défensif d'une puissance déclinante, mais avec l'assurance conquérante de conquérants persuadés que le destin les favorisait. Quand Hannibal a assumé le leadership en Ibérie en 221 avant JC, non seulement il a hérité d'une armée et d'un territoire, mais aussi d'une tâche: venger les affronts passés et démontrer à la terre entière que Carthage avait encore la force de défier et de battre Rome. La seconde guerre punique était sur le point de débuter et cette fois-ci, c'est Carthage qui agirait en premier, en l'an 221 avant JC. Dans le sanctuaire de Melkar à Carthagène, un homme âgé de 25 ans s'est prosterné devant les autels de ses ancêtres et a prêté serment, sous l'œil vigilant des divinités carthaginoises, de dédier toute son existence à l'anéantissement de Rome. Hannibal Barca ne se contentait pas d'être un autre général ambitieux proférant de grandes promesses. Il était le dépositaire d'un héritage familial qui avait su transformer la défaite de la première guerre punique en une chance de créer une puissance qui égalerait tout ce que le monde méditerranéen avait connu jusqu'à présent. Cependant, au-delà de cela, il était le résultat d'une formation exceptionnelle élaborée spécifiquement pour concevoir l'outil idéal de représailles contre Rome, un chef qui allierait la tradition militaire carthaginoise aux stratégies tactiques les plus sophistiquées de son temps. L'histoire d'Hannibal a véritablement débuté 18 ans avant, quand son père Amilcar, en l'emmenant enfant aux hôtels familiaux, lui a fait promettre une haine éternelle contre Rome. Cependant, ce n'était pas simplement un rite d'initiation familiale. C'était le commencement d'un cursus éducatif structuré qui formerait Hannibal pour son futur rôle de chef suprême de Carthage. Depuis qu'il avait 9 ans, il avait suivi son père dans toutes ses expéditions en Espagne, témoignant de première main de la manière dont les territoires étaient conquis, les alliances établies et les ressources naturelles converties en puissance militaire. Il s'était formé à la maîtrise des dialectes ibériques, à la compréhension des traditions des tribus locales et à l'art de se mouvoir dans les entrelacs sophistiqués de loyauté et d'adversité propres à la politique tribale espagnole. Cependant, la formation d'Hannibal dépassait largement l'expérience pratique sur le terrain.
Les Barca ont recruté les plus éminents mentors que l'argent carthaginois pouvait se procurer. Des experts grecs qui lui ont instruit l'histoire militaire d'Alexandre le Grand et de ses successeurs, des stratèges expérimentés qui lui ont transmis les enseignements tirés de nombreuses années de conflits méditerranéens, ainsi que des spécialistes en logistique qui lui ont démontré les facettes les plus concrètes de la maintenance des armées en terre adverse. À l'âge de 20 ans, Hannibal avait acquis une compréhension de la guerre, alliant la plus grande expérience pratique à la connaissance théorique la plus poussée de son temps. Ce qui caractérisait véritablement Hannibal par rapport à ses contemporains, c'était son aptitude à susciter une fidélité individuelle parmi des troupes issues de cultures totalement diverses. L'armée qu'il commandait en Espagne était un assemblage hétéroclite d'Ibériques, de Celtes, de Numides, de Libyens et de Carthaginois, chaque groupe présentant ses propres coutumes militaires, ses divinités et ses raisons spécifiques pour se battre. Hannibal avait su communiquer avec chaque groupe dans leur propre langage, respecter leurs traditions tout en les rassemblant sous une même conduite militaire et instaurer une sorte de cohésion multiculturelle qui avait constitué la clé du triomphe d'armées telle que celle d'Alexandre le Grand. Lorsque les soldats ibériques le nommaient Hannibal le chef et que les Africains le désignaient comme l'éclair de Baal, ils ne se contentaient pas de lui attribuer des titres honorifiques. Ils manifestaient une dévotion personnelle qui allait métamorphoser leur armée en bien plus qu'une simple entité militaire. Quand Hannibal a assumé le commandement suprême en Ibérie en 221 avant JCJC, il a reçu bien plus que simplement un territoire et une armée. Il a eu la chance historique exceptionnelle de changer le cours de la première guerre punique. Les gisements d'argent en Espagne fournissaient des ressources financières quasi infinies. Les tribus ibériques constituaient un contingent militaire comparable à tout ce qui se trouvait en Méditerranée, et l'éloignement de Rome avait permis aux Carthaginois d'établir une base de pouvoir qui opérait véritablement comme un royaume autonome. Cependant, Hannibal était conscient que ses atouts n'étaient pas permanents. Rome finirait par intervenir pour restreindre l'influence carthaginoise en Ibérie. Lorsque ce moment arriverait, Carthage devrait être préparé non seulement à se protéger, mais également à attaquer. Le jeune officier avait consacré toute son existence à se préparer pour ce moment crucial. Et il était résolu à le saisir d'une manière qui bouleverserait définitivement l'équilibre des forces dans le monde méditerranéen. À l'automne 218, avant JC, alors que les premiers flocons de neige commençaient à coiffer les cimes alpines, l'une des campagnes militaires les plus audacieuses de l'époque antique débutait son ascension vers ce que tout le monde considérait comme une barrière géographique insurmontable. Avec une force de près de 40 000 soldats, 8 000 chevaux et 37 éléphants de guerre, Hannibal Barca a choisi d'entreprendre ce qu'aucun général méditerranéen n'avait osé envisager: traverser les montagnes les plus élevées du continent européen pour attaquer Rome par le nord. Le seul point cardinal où la ville millénaire ne s'attendait pas à être assiégée. C'était une entreprise qui contestait non seulement les contraintes logistiques et techniques de l'époque, mais également les idées fondamentales sur ce qui était réalisable en matière de stratégie militaire. Traverser les Alpes n'était pas le fruit d'une décision désespérée et insensée, mais plutôt l'aboutissement d'un processus minutieux de planification qui se déroulait depuis de nombreuses années. Hannibal réalisait qu'une offensive directe contre Rome, par voie maritime ou par le sud, aurait parfaitement correspondu à la stratégie romaine. Cela aurait permis à Rome de tirer parti de sa supériorité navale pour stopper les troupes carthaginoises. Cela aurait offert aux légions romaines l'occasion de se déployer sur un terrain qu'elles maîtrisaient. Et cela aurait métamorphosé le conflit en une guerre d'attrition qui avait profité à Rome durant la première guerre punique. En lançant son offensive depuis les Alpes, Hannibal visait à surprendre totalement l'ennemi, contraindre Rome à se battre sur ces terres du nord de l'Italie où ses alliés étaient moins fiables, et prouver aux cités-États de la péninsule que Rome pouvait être vaincue.
L'ingéniosité logistique d'Hannibal, qui le démarquait de ses contemporains, s'est manifestée lors des préparatifs de l'expédition alpine. Des mois avant son départ, il avait transmis des missions secrètes aux tribus celtes des deux côtés des Alpes pour négocier des contrats garantissant un passage sécurisé et des fournitures aux endroits clés de la route. Il a minutieusement analysé les récits des rares commerçants ayant traversé les montagnes, déterminant les passages praticables en automne et les abris où une vaste armée pourrait se reposer durant les portions les plus ardues du périple. Plus crucial encore, il avait consacré des mois à préparer ses soldats aux conditions extrêmes qu'ils allaient affronter en montagne, à les former aux compétences de survie en milieu froid et à les acclimater à travailler dans des terrains montagneux. Aucune préparation, cependant, n'aurait pu préparer totalement l'armée carthaginoise à la dure réalité de la traversée des Alpes. Durant 2 semaines, les forces carthaginoises ont affronté des déferlantes qui ensevelissaient de larges portions de leurs troupes, des assauts de tribus de montagne qui maîtrisaient chaque chemin et chaque piège potentiel, ainsi que des conditions climatiques qui ont pris au dépourvu hommes et bêtes, n'ayant jamais été confrontés à des températures en dessous de 0. Les éléphants en particulier furent soumis à une grande souffrance. Ces animaux africains, adaptés aux environnements tropicaux, commencèrent à décéder massivement lorsque l'expédition s'éleva vers des hauteurs où l'air lui-même devenait trop rare pour permettre une respiration aisée. La narration de Polybe, décrivant l'instant où Hannibal a finalement atteint le sommet du col alpin et a regardé les plaines du nord de l'Italie se déployer devant lui, est l'un des segments les plus touchants de toute la littérature historique ancienne. Suite à des pertes dévastatrices qui avaient diminué son armée à moins de 26 000 soldats et sans doute moins d'une douzaine d'éléphants encore en vie, Hannibal a accompli l'impossible. Il a déplacé une importante force militaire à travers un obstacle géographique perçu comme totalement infranchissable. Cependant, la traversée des Alpes ne représentait pas seulement une prouesse logistique. Elle était devenue un symbole, l'illustration que la ténacité humaine, alliée à une organisation minutieuse et à un leadership inspirant, pouvait venir à bout de n'importe quel défi imposé par la nature ou les adversaires. Quand les nouvelles concernant la traversée des Alpes ont atteint Rome, cette ville, qui se croyait à l'abri grâce à ses limites géographiques inébranlables, a brutalement pris conscience qu'elle faisait face à un adversaire sur son propre sol pour la première fois en plus d'un siècle. L'apparition d'Hannibal dans le nord de l'Italie a signalé le commencement d'une suite de campagnes militaires qui allaient à tout jamais transformer les idées sur ce qui était réalisable en matière de génie tactique et de contrôle du champ de bataille, de 218 à 216 avant JC. Pendant 3 ans consécutifs, le général carthaginois prouverait maintes fois que même les redoutables légions romaines, connues pour leur rigueur et leur tradition de triomphe, pouvaient être surpassées par un adversaire alliant une intelligence tactique supérieure à l'habileté d'ajuster ses plans en fonction des particularités de chaque bataille. Les 3 grandes victoires d'Hannibal, Trébie, Trasimène et Cannes, ne se limitaient pas à être de simples succès militaires. Elles représentaient des démonstrations magistrales de la stratégie militaire qui seraient examinées par les chefs militaires au cours des 2 millénaires suivants. La confrontation de la Trébie, qui a eu lieu en décembre 218 avant JC, a rapidement fait d'Hannibal un expert reconnu en guerre psychologique et en manœuvres stratégiques. Devant le consul Tibère Sempronius Longus, qui dirigeait des légions envoyées en urgence vers le nord pour contrer la menace de Carthage, Hannibal a fait preuve de son habileté à tirer parti des faiblesses du tempérament romain ainsi que des points faibles tactiques des formations légionnaires. En déployant une stratégie mêlant des manœuvres de diversion, des embuscades méticuleusement orchestrées et le déploiement percutant de sa cavalerie numide, il réussit à tromper les légions romaines dans un guet-apens qui conduisit à l'anéantissement quasi total de l'armée consulaire romaine. L'importance de la bataille de Trébie ne réside pas uniquement dans les pertes infligées aux Romains, mais aussi dans la preuve qu'Hannibal avait mis au point des tactiques
pour neutraliser les atouts traditionnels qui avaient assuré l'invincibilité des légions. La discipline romaine, qui permettait habituellement aux légions de conserver leur unité même dans les situations les plus difficiles, a cédé devant des stratégies totalement étrangères à leur expérience. L'importance de la supériorité numérique romaine s'est estompée lorsque Hannibal a réussi à créer des conditions où seules quelques unités de l'armée romaine pouvaient contribuer efficacement au conflit. Il est primordial de noter que la confiance inébranlable de Rome en sa propre invincibilité, qui avait constitué le socle psychologique de ses triomphes pendant des décennies, a reçu un coup dont elle ne parviendra jamais à se relever complètement. La confrontation du lac Trasimène, qui s'est déroulée en 217 avant JC, a élevé les innovations stratégiques d'Hannibal à un niveau supérieur et a mis en évidence son aptitude à tirer parti non seulement des vulnérabilités militaires romaines, mais également des spécificités géographiques de l'Italie pour orchestrer des embuscades de grande envergure. En s'appuyant sur sa maîtrise du contexte italien, qu'il avait développé au fil de plusieurs mois d'opérations dans le nord de la péninsule, Hannibal réussit à piéger le consul Caius Flaminius et ses légions dans une embuscade orchestrée avec une exactitude mathématique. Quand les légions romaines se sont trouvées coincées entre le lac Trasimène et les collines avoisinantes, assaillies de manière simultanée par les troupes carthaginoises, l'affrontement a dégénéré en un véritable carnage, entraînant la mort de plus de 15 000 soldats romains, y compris celle du consul. Cependant, c'est à Cannes, en août 216 avant J.C., qu'Hannibal a atteint le summum de son génie militaire, prouvant qu'il avait élaboré une maîtrise de la tactique de combat qui surpassait tout ce que l'Antiquité avait connu précédemment. Hannibal a réalisé une manœuvre d'encerclement double face à la plus importante force consulaire jamais déployée par Rome, comptant environ 80 000 hommes sous le commandement des consuls Lucius Aemilius Paulus et Gaius Terentius Varro. Cette tactique deviendra le référentiel pour les futures générations de chefs militaires. Grâce à une stratégie de formation concave qui a conduit le centre carthaginois à abandonner volontairement du terrain, pendant que les flancs se fermaient autour des légions romaines en marche, il a pu instaurer une situation où l'avantage numérique des Romains s'est transformé en un handicap mortel. La victoire à Cannes a été bien plus qu'un simple succès sur le champ de bataille. C'était une preuve qu'Hannibal avait atteint un degré de compétence tactique capable de remettre en doute toutes les suppositions fondamentales concernant la force militaire romaine. En une seule journée, plus de 50 000 soldats romains ont trouvé la mort, y compris 80 sénateurs ayant occupé des postes d'officiers, causant l'anéantissement d'une génération entière du commandement militaire romain. L'annonce de la défaite a semé l'inquiétude à Rome, où une multitude de citoyens a commencé à croire que la ville pourrait être prise à tout instant. C'était la première fois depuis les invasions gauloises des siècles passés que Rome faisait face à une menace de destruction totale. Cette perspective avait un nom et un visage, Hannibal Barca, l'illustre tacticien carthaginois qui avait prouvé que même la plus grande puissance du monde connue pouvait être vaincue par un stratège qui maîtrisait véritablement l'art de la guerre. Quand l'information concernant la tragédie de Cannes atteignit Rome, cette cité qui avait régné sur l'Italie durant des siècles se trouva confrontée à la crise la plus sérieuse qu'elle ait connue. C'était la première fois depuis les invasions gauloises du IVe siècle avant J.C. qu'une menace réelle pesait sur Rome, avec la possibilité qu'elle soit assiégée et réduite en ruines. La panique gagna la population, et de multiples familles se réfugièrent dans les montagnes, emportant leurs objets les plus chers. Les temples, quant à eux, se trouvaient pleins de citoyens en détresse, qui offraient des sacrifices aux divinités, implorant ainsi leur salut. Cependant, en cette période de terreur intense, Rome a montré cette qualité qui, plus que tout autre, justifierait sa future prépondérance dans le monde méditerranéen. Un remarquable pouvoir d'adaptation face aux circonstances défavorables sans abandonner la résolution fondamentale de persévérer dans le combat.
L'issue des victoires d'Hannibal a surpris le général carthaginois, la réaction de Rome n'étant pas celle qu'il avait prévue ou souhaitée. Plutôt que de poursuivre un accord de paix qui aurait pu éviter de nombreuses souffrances à venir, ou d'opter pour une ultime confrontation décisive susceptible d'entraîner l'anéantissement total des troupes romaines restantes, Rome a privilégié une troisième voie qui a démontré tant sa perspicacité tactique que sa résolution inextinguible, la guerre d'épuisement. Sous le commandement de Quintus Fabius Maximus, qui se verrait attribuer le titre de Cunctator, le temporisateur, Rome a élaboré une tactique destinée à neutraliser les atouts stratégiques d'Hannibal sans lui offrir les opportunités de confrontation décisive dont il nécessitait pour imposer un dénouement favorable au conflit. La tactique fabienne était brillante par sa simplicité et dévastatrice dans son application. Plutôt que de se mesurer à Hannibal sur des champs de bataille où son expertise stratégique pourrait jouer un rôle déterminant, les troupes romaines choisiraient d'observer l'armée carthaginoise à distance, en ciblant ses voies d'approvisionnement, en entravant ses groupes de provisionnement et en esquivant soigneusement toute confrontation directe qui pourrait dégénérer en une autre Canae. En parallèle, Rome mettrait à profit sa prépondérance en ressources pour réorganiser ses troupes, fortifier les cités qui demeuraient loyales et perpétuer la pression sur les territoires carthaginois en Espagne et en Afrique. C'était une tactique qui nécessitait de la patience, de la rigueur et une foi inébranlable dans l'avantage à long terme des ressources romaines. Cependant, l'application de la stratégie fabienne ne se limitait pas à un aspect militaire. Elle exigeait une refonte radicale de l'état d'esprit romain, qui contestait des siècles de traditions culturelles et militaires. Les Romains se targuaient de leur bravoure sur le champ de bataille, de leur détermination à combattre n'importe quel adversaire en face à face et de leur coutume de régler les différends par des triomphes décisifs qui mettaient en évidence la prééminence des armes romaines. Le concept de fuir délibérément le combat, de laisser une armée adverse agir librement sur le sol italien et de triompher par l'épuisement plutôt que par la victoire militaire, contredisait tout ce que les Romains avaient cru en eux-mêmes et en la nature honorable de la guerre. La génie stratégique de Fabienne a progressivement révélé son éclat lorsque Hannibal s'est retrouvé coincé dans une situation que sa tactique remarquable ne pouvait dénouer. Malgré sa capacité à triompher dans n'importe quel affrontement auquel les Romains étaient prêts à s'engager, il ne parvenait pas à imposer les combats décisifs nécessaires pour convertir ses triomphes tactiques en réussite stratégique. Ses forces, majoritairement constituées de mercenaires aspirant à être rémunérés par le butin du triomphe, ont commencé à manifester des signes de démoralisation lorsqu'elles ont réalisé qu'elles pourraient être confinées indéfiniment en Italie. De manière plus déterminante, les cités italiennes qui envisageaient initialement de rejoindre Hannibal après Cannes ont progressivement conclu qu'en dépit de son génie, celui-ci n'avait pas la capacité de garantir une protection à long terme que seule Rome pouvait fournir. En 212 avant JAC, il était évident que le conflit en Italie avait atteint un statu quo qui bénéficiait essentiellement à Rome. Hannibal avait la maîtrise tactique sur le champ de bataille, mais pas sur l'ensemble du territoire. Il était capable de gagner des batailles. Cependant, cela ne se traduisait pas nécessairement en domination politique. Il pouvait faire trembler les cités italiennes, mais cela n'était pas suffisant pour leur offrir la stabilité nécessaire à un changement de loyauté durable. Rome avait révélé qu'une stratégie supérieure et des ressources supérieures, appliquées avec patience et détermination, pouvaient neutraliser même la plus brillante des supériorités tactiques dans le contexte de la guerre méditerranéenne. Hannibal demeurait un prodige, cependant il était devenu un prodige enfermé dans une circonstance que son intelligence ne pouvait pas dénouer. Alors qu'Hannibal se trouvait dans l'impasse stratégique du sud de l'Italie, une nouvelle vague de dirigeants romains voyait le jour. Ils ne se limitaient pas à contenir la menace carthaginoise, mais poursuivaient activement la destruction des fondements du pouvoir qui permettait à Hannibal de rester en Italie. Publio Cornelio Scipion, qui serait par la suite connu sous le nom de Scipion l'Africain,
incarnait un type inédit de chef militaire romain. Un individu ayant minutieusement analysé les avancées tactiques d'Hannibal, appréhendant l'importance de la guerre expéditionnaire et disposant de la clairvoyance stratégique indispensable pour transférer le conflit sur le sol carthaginois. Sa campagne en Espagne, entamée en 210 avant J.C., serait le point de départ de la riposte romaine qui viendrait finalement bouleverser l'équilibre du conflit. La tactique de Scipion d'assauter les positions carthaginoises en Espagne s'est avérée être un coup de maître, car cela a permis de découvrir le véritable pilier du pouvoir d'Hannibal en Italie, les mines d'argent espagnoles qui approvisionnaient son armée, ainsi que les communautés ibériques qui assuraient des renforts réguliers pour combler les pertes qu'il subissait lors de ses opérations en Italie. En interrompant ces lignes de ravitaillement et de soutien, Scipion non seulement porterait un coup à la position d'Hannibal, mais priverait aussi Carthage des moyens nécessaires pour mener la guerre sur le long terme. C'était précisément ce genre de réflexion stratégique qui avait manqué au haut commandement militaire romain durant les premières années désastreuses du conflit. La campagne de Scipion en Espagne a prouvé que les Romains avaient assimilé les enseignements de leurs échecs passés et avaient su développer la compétence d'ajuster les innovations tactiques issues de Carthage à leurs impératifs et atouts propres. La conquête de Nouvelle-Carthage en 209 avant J.C. fut un exploit de planification et d'exécution qui rivalisait avec tout ce qu'Hannibal avait réalisé, en s'appuyant sur des renseignements précis sur les fortifications de la cité, en profitant d'une marée basse pour lancer une attaque inattendue et orchestrant des assauts simultanés qui dispersèrent les défenses carthaginoises. Scipion réussit à s'emparer en une seule journée d'une forteresse réputée imprenable. C'était une preuve que le génie militaire n'appartenait pas exclusivement à une seule nationalité. Cependant, l'aspect le plus marquant de la campagne espagnole menée par Scipion pourrait être sa façon d'aborder les relations avec les communautés locales. À l'opposé de ses prédécesseurs romains qui avaient tendance à considérer tous les non-romains comme des adversaires ou des sujets à exploiter, Scipion a conçu une politique d'alliance pour séduire les tribus ibériques vers le camp romain en leur proposant des conditions plus avantageuses que celles qu'ils avaient subies sous le joug carthaginois. Il a libéré les captifs détenus par les Carthaginois pour assurer leur fidélité tribale, a honoré les traditions locales et a montré une largesse en cas de victoire qui était en forte opposition à la rigueur des politiques carthaginoises. Le succès de la campagne espagnole a eu des répercussions qui ont largement dépassé les frontières de la péninsule ibérique. En 206 avant J.C., Scipion a totalement délogé les troupes carthaginoises d'Espagne, privant Carthage non seulement de ses ressources minérales essentielles, mais également des forces guerrières qui formaient le cœur des armées d'Hannibal. Il avait surtout prouvé que Rome pouvait déployer sa force militaire à grande échelle et réaliser des opérations fructueuses dans des régions qui se trouvent loin de l'Italie. Quand Scipion suggéra de mener la guerre en Afrique, en assiégeant Carthage sur son propre sol, il ne préconisait pas seulement une opération militaire audacieuse, il proposait une stratégie qui mettrait en œuvre contre Carthage les mêmes manœuvres qu'Hannibal avait employées contre Rome. Contraindre l'adversaire à engager le combat sur son propre territoire tout en étant confronté au risque d'abandon de ses alliés locaux. Cela serait un retournement total des fortunes militaires, démontrant que Rome avait non seulement appris à faire face au génie d'Hannibal, mais également à le surpasser.